Destination mythique, la Mongolie est grande comme 3 fois la France. Ces immenses steppes verdoyantes sont parsemées de yourtes blanches où les nomades vivent en totale harmonie avec la nature. L'association Motoland Aventure rêvait depuis plusieurs années de faire découvrir cette destination aux motards de La Réunion. Il y a 3 ans, pour le Kyrgyzstan, Joël avait prononcé le mot Mongolie et j'avais dit « j'en suis ». Et 3 ans après, j'y suis. C'était un rêve, depuis que le mot était prononcé. Donc sur les traces des chamans et de Gengis Khan, dont j'ai emprunté le nom du cheval pour baptiser ma monture. Je pense que chaque participant a toujours rêvé de la Mongolie. La Mongolie, depuis notre tendre enfance, au niveau de l'école primaire, on n'arrête pas de nous en parler, de ces nomades, de leur façon de vie, avec des maisons qui sont en demi-sphère, alors que nos maisons ne sont pas faites de la même façon, qui vivent dans les prairies qui sont des steppes, qui ont une totale liberté avec leurs troupeaux. Et je crois que Motoland a eu cette idée, comme on fait d'habitude, d'utiliser la moto pour aller à l'encontre de ces nomades. Ce pays possède la plus faible densité d'habitants au monde et on y compte 14 fois plus de bêtes que d'hommes. Bien que domestiquées, elles évoluent en liberté. On y trouve des chevaux, des chèvres, des moutons, des vaches, des yaks et surtout des chameaux qui font la richesse des éleveurs nomades. En fait, c'est Centre-Mongolie, pas le pays des chameaux. Durant notre voyage, vers la fin de voyage, on sera dans le désert de Gobi. Donc on verra beaucoup plus de chameaux. Mais ici, c'est un peu exceptionnel qu'on voit des chameaux dans un steppe verdoyante. C'est un animal plutôt adapté au désert de Gobi, dans un lieu aride. Au sud, le désert de Gobi couvre un tiers du pays et s'étend jusqu'en Chine. C'est le plus grand désert au monde après le Sahara. C'est aussi le plus froid. Les températures peuvent avoisiner les moins 40 degrés. Le désert du Gobi, en fait, c'est un désert plus froid dans le monde. C'est un désert qui est bien habité. Et c'est un désert, le deuxième grand désert après Sahara, par sa taille. Plus de la moitié du désert du Gobi appartient à la Chine, avec toutes les végétations, de variations, la montagne, la plaine aride, sa faune, la flore, et surtout la culture nomade qui est dessus, qui est très intéressant pour le visiteur étranger. Autre curiosité de ce désert, ses falaises rouges et ses traces du passage des dinosaures. Monsieur Roy Chapman Andrews, un explorateur américain, qui est venu avec son équipe, avec son expédition dans le désert du Gobi. Il a fouillé un peu partout dans le désert du Gobi. Il a trouvé beaucoup des os, des fossiles, des œufs de dinosaures sur 2 ou 3 importants endroits dans le désert de Gobi. Et c'est Bayanzak, c'est une de ces quelques importants endroits qu'ils ont découvert des trouvailles paléontologiques. Si la Mongolie ne compte que 3 millions d'habitants, plus de la moitié vivent dans la capitale, Oulan-Bator. Elle s'étend sur une trentaine de kilomètres et son évolution est fulgurante. Le pays est actuellement en pleine croissance économique. Les richesses naturelles comme le charbon, le pétrole, le cuivre et même l'or attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers, principalement des Chinois et des Coréens. Oulan-Bator, c'était une ville soviétique construite dans les années 50-60 avec l'architecture soviétique. Et du coup, ça fait dernière quelques années, une vingtaine d'années, on a une forte croissance économique ou de changement de société, etc. Donc on a beaucoup de constructions modernes. Tout Mongol, qu'il soit de la ville ou des steppes, aime se rendre sur la place Sukhbaatar. Elle porte le nom du héros de la Révolution qui déclara l'indépendance définitive de la Mongolie par rapport à la Chine en 1921. Cette place est le symbole de la fin de l'asservissement et du renouveau du pays. Ici débutèrent, dans les années 1990, les manifestations qui ont marqué la fin du communisme et de l'emprise soviétique. Aujourd'hui, elle est dominée par l'imposante statue de Gengis Khan. Elle traduit la fierté de ce peuple et son attachement à son histoire, celle de l'un des plus anciens grands empires du monde. On connaît que ce sont des grands espaces très plats,
avec un peuple nomade. Mais une fois qu'on a foulé son sol, on se rend compte que c'est pas que ça. On pense que les gens qui vivent dans les steppes sont livrés à eux-mêmes, mais pas du tout. Les enfants vont à l'école, ils restent en pension. Les familles qui sont les gardiens de ces traditions d'éleveurs nomades, sont encadrées, sont suivies, sont aidées par le gouvernement. Et on ne pensait pas trouver ça ici. Peu de routes goudronnées desservent actuellement ce vaste territoire, ce qui a aussi permis de le préserver. Cette nature encore sauvage et pure est ce qui attire les touristes avides de retour aux sources. On a affaire à un peuple qui s'attache beaucoup plus à son moi intérieur qu'aux choses extérieures. Et ça nous ramène, nous, dans un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus direct que le mode dans lequel on est obligé de vivre si on veut survivre dans notre société moderne. Donc la Mongolie, c'est une cure. C'est une cure de bien-être, au-delà des belles images ou de la nature qu'on peut rencontrer. Les Mongols sont conscients de l'importance de leurs traditions ancestrales. Ils sont convaincus de vivre dans une contrée exceptionnelle, où le bleu du ciel enveloppe quotidiennement l'infini de la splendeur des steppes. Ils sauront préserver ce trésor qui reste leur première richesse. Les Mongols ont su préserver leur mode de vie ancestral. Peu de concessions sont faites à la modernité et à part quelques panneaux solaires leur permettant d'avoir accès à l'électricité, la vie des nomades reste d'une extrême simplicité. Ces éleveurs se déplacent en fonction des pâturages et des saisons. Leur yourte, faite d'une structure légère en bois et de panneaux de feutre fabriqués avec la laine des moutons, est facilement démontable. Son équipement est sommaire et coloré. Les photos d'ancêtres ont toujours une place d'honneur sur la commode. Nous sommes 4 dans la famille. J'ai 2 enfants et on habite aussi avec mon beau-père qui est paralysé. Il y a 3 familles ici dans le campement qui sont les frères et sœurs de mon mari. On est dans notre campement d'été depuis 2 mois. On y reste encore 2 mois, puis on se déplacera. Les troupeaux vivent en totale liberté. Ils permettent aux éleveurs nomades de vivre en quasi-autarcie. La viande et la graisse de mouton et de bœuf font partie de la nourriture de base. Les excréments séchés, eux, servent de combustible pour faire du feu. J'ai toujours été éleveur de génération en génération comme mes parents. Je possède 4 races différentes d'animaux, des chèvres, des moutons, des chevaux et des chameaux. J'ai 3 enfants. On vend de la viande, de la laine et on arrive à bien s'en sortir. Je souhaiterais néanmoins que mes enfants soient étudiants plus tard et travaillent dans une ville. L'éleveur mongol a une technique particulière pour découper le cabri, impressionnante même. Je suppose que ce n'est pas seulement lui, mais que cela doit tenir de tradition ici de découper de cette façon. En deuxième temps, il a éviscéré la bête et puis il l'a découpé en morceaux et là il continue à découper, à le détailler en plus petits morceaux pour qu'on puisse le cuire ce soir et le manger, bien sûr, avec eux ici même. Les éleveurs profitent de l'été pour transformer le lait en toutes sortes de produits. Beurre, crème, fromage, alcool de yak et aussi lait de jument fermenté, le fameux airag, la boisson nationale. Il y a un petit peu de... C'est bon, c'est très bon. Ça va, quand il faut le coffre pour boire ça. Hein. Allez. Ça, il faut dans le coffre et c'est de là qu'il faut aller carrément les jambes fortes. Bah, celui-là, on avait déjà bu, non, là-bas. Moi, ça te fait chier, moi, mes baisers gorge. Alors, c'est là en ligne. Aux abords des villes, on cultive du blé, de la luzerne et tout ce qui pousse sous terre, pommes de terre, betteraves, carottes. Le reste est importé, comme les fruits qui proviennent de Chine. Les nomades s'approvisionnent aux marchés et boutiques des villages où ils trouvent aussi tous les services dont ils ont besoin. Administration, dispensaires, écoles et internats pour leurs enfants. Si les nomades se sont longtemps déplacés à cheval, la plupart possèdent aujourd'hui un véhicule motorisé, moto ou voiture. Les conducteurs ont l'habitude de s'arrêter près des ovos, des monticules de pierre, pour invoquer les esprits protecteurs de la terre.
Le tas de pierre s'appelle l'Orvo en mongol. C'est un peu similaire que Saint-Christophe en France. Et ça protège le voyageur. Le voyageur doit s'arrêter à côté, doit faire 3 tours et ajouter des cailloux pour que le Saint-Esprit soit heureux. Le respect de la nature est profondément ancré dans la culture mongole. Les chants, omniprésents, célèbrent la pureté des rivières ou la majesté des montagnes. L'isolement des nomades a développé chez eux une hospitalité généreuse et chaleureuse. Le voyageur de passage est accueilli à bras ouverts et on tient à lui faire goûter à tout. On a rencontré quelques Mongols et c'est vrai qu'ils sont dans un premier temps assez timides et au final ils sont assez ouverts. On a eu l'exemple il y a 3 jours d'une famille mongole lorsqu'on s'est arrêté à moto pour attendre un camion qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a fait visiter leur yourte avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, qui nous a fait des dégustations de lait sous ses différentes formes, que ça soit fermenté, que ça soit en fromage, ou même du tabac à renifler, chose que j'avais jamais vue. Et c'est des gens qui sont fiers de montrer leur culture, qui sont fiers d'eux et qui voient pas beaucoup de tourisme. L'été, toute la famille est réunie dans le campement d'été. Les étudiants reviennent aider leurs parents et les plus jeunes sont heureux d'échapper à l'internat de leur école de village qu'ils intègrent dès l'âge de 6 ans. Je m'appelle Dawa Shimeg. J'ai 20 ans, je suis étudiante en design à Oulan-Bator en 3e année. J'y suis interne et pendant les 3 mois de vacances d'été, je reviens chez mes parents. Je leur donne un coup de main, je fais aussi un peu de couture. Je souhaite plus tard devenir professeur de design et de nouvelles technologies. Certes, les nomades rêvent d'une autre vie pour leurs enfants. Mais ils ne tournent pas seulement leurs espoirs vers l'Occident et le monde moderne, ils ont toujours à cœur de préserver leur culture ancestrale. Tout ce qu'ils consomment, tous les produits de survie viennent de la nature. Et ça, c'est important pour nous de savoir parce qu'ils ne dépendent pas de la modernisation. Ce qui compte pour eux, à mon avis, c'est de se nourrir et de s'abriter. Peut-être encore 2 ou 3 générations à s'adapter à ce monde moderne et de fou dans lequel nous vivons. Les touristes parcourent habituellement la Mongolie en 4x4. L'organisation d'un voyage à moto pour 14 réunionnais de Motoland Aventure était une première pour l'agence Goyugayan, dirigée par Shuka, un Mongol francophone. Ce voyage que j'organise avec les réunionnais, c'est plutôt basé avec les motos, surtout les locaux comme les nomades, les éleveurs qui conduisent leurs motos, quoi. En fait, ce sont des motos chinoises et on a acheté ces motos à Oulan-Bator sur le marché Oulan-Bator. Et c'est un voyage à la fois aventure et en plus un voyage découverte. Donc c'est pas une course, c'est pas un rallye. En même temps, elle découvre et le plaisir de conduire la moto dans la steppe mongole, en liberté. L'organisation d'expéditions à travers ces vastes étendues quasi désertiques est bien rodée. Les motos, achetées neuves à Oulan-Bator, sont soumises à rude épreuve sur un trajet de plus de 2000 km. Dans la capitale, le flux reste dense. En ce moment, elle est en plein rodage, donc elle plafonne beaucoup. Impossible de dépasser les 5000 tours, alors que le contour il va jusqu'à 10 000. Donc je pense qu'il faudra laisser passer la période de rodage avant qu'elle consente à avancer un petit peu. Très vite, la route bitumée devient une piste. Crevaisons, perte de boulons et de divers accessoires sont alors le lot quotidien. La grande difficulté, elle est là. C'est que nous avons des motards dans l'âme, soif d'aventure, mais qui n'ont aucune pratique du terrain, et avec des motos qui ne sont pas du tout adaptées. Donc, dès le premier jour, on a perdu un écrou sur la roue avant. Ensuite, on a perdu un repose-pied. Donc, on n'a que des soucis avec ces motos. Donc, c'est vraiment un challenge pour chaque motard, sachant qu'on a plus de 2000 km de pistes, dont 600 dans le désert de Gobi. Premier pépin, j'ai crevé mon pneu avant ce matin. Deuxième pépin, mon boîtier électrique a grillé au milieu de la journée, je peux même plus démarrer.
Troisième pépin, bah là en ce moment on est en train... j'ai fait sauter le carter et j'ai fait sauter la chaîne aussi avec. J'en peux plus. Bah, il nous reste 50 km. Que sur les motos, le côté technique, le côté fatigue, le côté mécanique, les accidents, parce que de temps en temps, on fait des petites chutes. J'en ai fait déjà 2 depuis mon séjour ici. Je peux vous assurer que ça fait flipper, parce que personne n'est là pour vous consoler. Vous reprenez votre moto, vous repartez tranquille. Quand on a un sol sableux, là, il faut vraiment tenir la route. Imaginez-vous à La Réunion, sur la plage de Saint-Gilles, en moto à 2. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et tout ça en tenant le rythme, puisque nous roulons en moyenne à 45-50 à l'heure. Dans la steppe verdoyante, le sentiment de circuler en liberté, sans aucune contrainte, est quelque chose de totalement nouveau pour les pilotes. Parce que la piste elle est assez éprouvante, c'est assez technique, il faut être tout le temps concentré pour ne pas se faire surprendre, surtout que j'ai un passager, donc pour qu'il y ait du confort pour lui, c'est important de faire attention où on roule. Mais ce qui est fabuleux, c'est cette sensation de liberté, ces steps, ces vallées à perte de vue, c'est vraiment des très belles expériences. C'est le moment de tester ses facultés d'adaptation au milieu terrestre, parce qu'on a des guets, on a des terrains complètement escarpés, puisque aujourd'hui ça va être que de la piste. Mais c'est génial, tout à fait génial. J'ai déjà testé la boue, et là juste avant à un guet, l'eau. Et l'eau est très bonne, vraiment très bonne. Au-delà de ces nombreux obstacles, pour les pilotes et leurs passagers, rouler sur des pistes mongoles est une aventure extraordinaire. Alors l'atoll ondulé, c'est très désagréable. Elle limite du coup aussi la vitesse du convoi. C'est des petites bosses qui sont très dures, très fermes. Et la moto, quand elle se met à passer à une certaine vitesse dessus, on a d'énormes vibrations. Et du coup, on a l'impression qu'elles vont se disloquer, que tout va tomber en pièces et qu'il va rester que le moteur. Mais au final, on y arrive et elles s'en sortent bien. Les campements de Yurt Hotel offrent un confort appréciable aux voyageurs fourbus par des kilomètres de pistes. Ils permettent d'alterner avec les quelques nuits sous tente. Se retrouver pour un moment de détente et partager les instants forts de la journée est important pour les motards. On se retrouve en fin de journée, après 6, 7 heures, 8 heures, suivant la difficulté du terrain. On est chacun sur sa moto, chacun vit un moment fort. Et se retrouver en fin de journée, c'est vachement important parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment de communication, c'est un moment de bonheur qu'on partage, chaque individu. Les temps de bivouac aussi sont appréciés. Sans eau courante et dans un confort sommaire, nous partageons encore mieux le quotidien des nomades. Les motos et leurs pilotes résistent avant de subir l'épreuve de la boue collante qui aura raison de 2 d'entre elles. Nos motards ont vécu l'aventure 3 heures pris dans la boue, il a fallu démonter les garde-boue, ils étaient tous éparpillés, on a même laissé 2 motos sur cette traversée de boueuse, sont restés en panne. Et l'aventure était bien présente sur la Mongolie. Il est temps de regagner la capitale, point de départ du périple. Le retour à Oulan-Bator marque déjà la nostalgie de ces grands espaces, mais l'esprit nomade restera gravé dans toutes les têtes. La Mongolie se situe géographiquement entre la Russie au nord et la Chine au sud. 2 grandes puissances qui l'ont successivement asservie jusqu'au XXe siècle. Le mémorial soviétique d'Oulan-Bator est une trace de plus d'un demi-siècle de domination russe qui a précédé l'indépendance. Depuis la révolution des années 1990, la Mongolie est un pays démocratique, autonome, en pleine croissance économique et résolument tourné vers l'Occident. Mais le peuple mongol reste fier de son passé,
de son histoire, des grands hommes qui ont construit son identité et de ses traditions empreintes de nomadisme. La Mongolie aurait été beaucoup plus grande si elle avait gardé son territoire d'origine, en sachant qu'une partie est partie vers les Russes, une partie vers les Chinois. Elle a gardé sa culture, à mon avis. Elle n'est pas assise en deux cultures pour que la génération future soit obligée de faire un choix. Elle vit avec ses connaissances ancestrales, parce que le peuple chinois ne vit pas dans des yurts, le peuple chinois ne vit pas en nomade. Donc ça prouve que même l'invasion, même les tentatives d'invasion de peuples voisins n'ont pas réussi à les faire changer de culture. Le musée national d'Oulan-Bator retrace l'histoire de ce peuple extraordinaire depuis ses origines. Ce musée qui présente un peu le passé de notre peuple, c'est-à-dire ça débute l'apparition des hommes sur le territoire du Mongolie jusqu'au temps moderne. La première confédération nomade qui était créée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empire mongol fondé par Genghis Khan et les empires mongols au Moyen-Âge, domination mandchoue, jusqu'à la domination communiste dans les années 20 ou 30. La Mongolie se réapproprie également sa tradition bouddhiste. 80% des Mongols sont bouddhistes. Le bouddhisme tibétain lamaïste prédomine. Durant l'occupation soviétique, la répression communiste s'érigeait contre toute forme de religion. C'est ainsi que dans les années 30, de nombreux moines furent massacrés et la plupart des temples du pays détruits. Il reste très peu de vestiges de ces lieux de culte. Le monastère bouddhiste de Korkorin, ancienne capitale mongole, est considéré comme l'un des plus importants du pays. Lors de l'apogée de l'Empire mongol, au XIIIe siècle, le territoire conquis par Genghis Khan était 10 fois plus grand que la Mongolie d'aujourd'hui. En fait, c'est un monastère qui était construit au XVIe siècle sur les ruines de l'ancienne capitale de l'Empire mongol qui était rasée dans le temps XIVe siècle. L'avantage de ce grand monastère situé à Karakorum, c'est dans la vallée d'Orkhon. En fait, cette vallée qui est étroitement liée à l'histoire de Mongolie, et donc c'est classé le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. D'autres temples sont très fréquentés, comme celui de Gondanteng Cheling à Oulan-Bator, très prisé des familles. Le temple de Dambadaja, à Edernadalai, date du XVIIIe siècle. Il échappa à la destruction communiste grâce à sa fonction d'entrepôt. Je m'appelle Nayambu et je suis le gardien du temple de Dambadaja. Ce temple est le dernier de cet ensemble monastique à avoir échappé à la destruction soviétique des années 1930, car il servait d'entrepôt, de lieu de stockage. Avant cette destruction, il y avait ici une quinzaine de temples, datant de la fin du XVIIIe siècle. Ils avaient été construits en l'honneur du Dalai Lama, venu faire une visite dans la région. Les temples bouddhistes qu'on a pu voir ressemblent un peu à ceux qu'on a pu lors d'un dernier voyage dans l'Himachal Pradesh, des temples bouddhistes qu'on a pu voir, visiter. On a l'impression que c'est un petit échantillon, qu'ils ont laissé une petite trace en Mongolie. Mais il n'y en a pas énormément comparé au nord de l'Inde, qui est proche de la frontière du Népal. Les Mongols tentent de restaurer petit à petit ce patrimoine culturel dans un pays qui compte peu de vestiges. Les ruines du temple d'Ongyi, lieu sacré dans le désert de Gobi, témoignent de la répression sanglante. C'est super agréable d'arriver en fin de journée, de pouvoir profiter à la fraîche, parce que la journée a été franchement chaude, des vestiges du temple d'Ongyi, qui était un centre lamaïste qui a été détruit pendant la répression stalinienne dans les années 30. Et c'est vraiment surréaliste de se retrouver dans ces ruines au milieu de rien, parce qu'on franchement, quand on a vu ce qu'on a fait comme roulage aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment perdu dans le désert, quoi. C'est un lieu sacré, très important dans le désert de Gobi. Sa construction a commencé vers 1730-1760 et la deuxième partie a été bâtie vers 1800. Il y avait plus de 1000 moines ici en pleine activité qui priaient pour les nomades de la région.
Puis, tout a été rasé par les soviétiques vers 1930 et tous les moines ont été tués, notamment les 200 plus haut placés. Seuls 6 petits moines de 5-6 ans ont survécu et après la fin du communisme, ce sont eux qui ont repris la reconstruction de ce temple qui date de 2004. La Mongolie d'aujourd'hui est un modèle d'État démocratique, soucieux d'aider au mieux sa population dans toute sa pluralité. Elle aspire à se préserver des écueils de la modernisation excessive et à protéger sa richesse culturelle. L'association Motoland Aventure a eu l'idée de ce voyage à moto dont la mise en place a pu se faire par le biais d'une action solidaire. L'organisation et la réalisation de ce voyage ne pouvaient se faire qu'à travers une action solidaire par le biais effectivement des Aventuriers du Cœur. Donc les Aventuriers du Cœur m'ont posé ces questions. Pour réaliser ce voyage, il faut créer une action solidaire. Donc j'ai eu cette idée d'acheter des motos. Motoland Aventure, de toute façon, on ne pouvait que voyager avec une moto. Donc 7 motos ont été achetées en Chine qui vont être utilisées pour entrer en contact avec ces familles nomades. Et à la fin de ce jour, ces motos vont être remises à des familles nomades qui sont dans le besoin. L'action solidaire qui accompagne ce voyage était la condition initiale à l'organisation du périple qui n'aurait pu se faire sans le partenariat d'une autre association, les Aventuriers du Cœur. Pour permettre à des familles de voyager tout en réalisant des actions solidaires dans différents pays. Donc on a couvert l'Afrique, on a couvert l'Europe de l'Est. Et à partir de 2010, on a organisé un premier voyage. On est venu ici en avion à Ulaanbaatar. Et on est tombé sous le charme de ce pays. On a décidé de créer une deuxième organisation qui s'appelle Aventuriers du Cœur, qui elle a en charge de mettre en relation des organisations, d'autres organisations de participants à des voyages avec des réceptifs locaux dans le cadre du tourisme équitable et solidaire. Pour nos motards de la Réunion, la Mongolie représente un contraste saisissant par rapport à notre île. Ce pays, à plus de 10 000 km de la Réunion, est 600 fois plus grand que notre île, bien que sa population ne soit que 3 fois plus nombreuse. Ce voyage en Mongolie est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. J'ai découvert chez moi une revue de 79, un spécial Géo-Mongolie. Et je me suis dit, déjà, c'était une contrée qui m'intéressait fortement. En réalité, ça fait donc plus de 18 jours que j'y suis et c'est jour après jour une éternelle découverte. Les participants au voyage ont à cœur d'avoir un véritable échange culturel avec ce peuple si hospitalier. Ils proposent à tous les voyageurs de passage de goûter à ces spécialités locales. La préparation puis le partage d'un curry créole était donc l'occasion de faire découvrir à nos hôtes des saveurs venues d'ailleurs. L'équipe d'encadrement a été aux petits soins pour moi. Il fournit tous les outils nécessaires et ceux dont il disposait. Et surtout, j'ai eu l'impression d'être entouré d'espions qui regardaient ma façon de faire. Et donc, ça a été avec un grand plaisir que je donnais les explications. Et ils ont même prétendu qu'ils recommenceraient de la cuisine créole chez eux plus tard. Et pour ça, je vais leur laisser le safran et mes épices de Provence que j'ai utilisées moi avec des produits venus de la Réunion. J'ai aperçu le premier repas réunionnais grâce à Zalan. J'ai vu comment le préparer. C'est quelque chose que nous ne cuisinons pas. Mais j'ai appris et je vais essayer de le refaire pour le faire goûter à ma famille. Parmi le matériel emporté, un écran et un vidéoprojecteur. Pour ce peuple qui n'a pas accès à la mer, visionner des images de notre île, de l'océan et d'un volcan est une expérience hors du commun. Au niveau de Motoland Aventure, il me paraissait important qu'il y ait des échanges. Un échange culinaire qui s'est fait à travers un curry et puis un échange culturel. Et cet échange culturel s'est fait à travers un film sur l'île de la Réunion. Ils ont été très captivés, ils avaient un regard sur le volcan qui est tout à fait nouveau pour eux et sur cette île avec la mer, la plage. Et on les regardait, ils avaient un regard sur l'écran fort sympathique.
Les enfants sont également ravis de réaliser pour nous de jolis dessins représentant des scènes et paysages de leur vie quotidienne. Alors ce petit garçon a pour la première fois un feutre entre les mains. C'est la première fois qu'il dessine puisqu'il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Il ira à l'école quand il aura 6 ans, date à laquelle les enfants mongols sont scolarisés lorsqu'ils vivent dans la steppe, loin des villages. Et ensuite ils sont en internat. Et il ne rentre à la maison que pour les grandes vacances. Donc il s'en sort très bien pour une première. Nous tenons aussi à leur offrir un souvenir et les impressions instantanées de photos sont très appréciées. Le voyage touche à sa fin. Les motards réunionnais n'ont pas démérité sur les rudes pistes mongoles. C'est intéressant de savoir que les pilotes réunionnais conduisent très bien nos motos qui ne sont pas très confortables, surtout sur de longues distances journalières de près de 200 km, alors que même 50 km sont souvent fatigants pour les pilotes mongols. Je suis très fier que ce voyage s'est très bien passé. Ces motos vont désormais poursuivre leur aventure dans d'autres mains. Sarah, la cuisinière, Lavga et Dondov, nos chauffeurs, ont la surprise de s'en voir offrir une. Dawa Shimeg, la jeune étudiante en design de l'An Bator, que nous avons rencontrée dans la steppe lors de vacances chez ses parents, a eu aussi cette joie. Nous quittons à regret ce pays, avec l'espoir de pouvoir vite y revenir.